Bonjour, nous sommes le mercredi 10 novembre 2021 avec une journée qui est un petit peu glaçante puisqu'on a eu du verglas maintenant. Enfin, du verglas, non, mais on a eu du froid, du gel. C'est du gel. C'est pas du verglas, c'est du gel. Nous avons eu du gel. Bon, c'est en train de fondre, bien sûr. La journée est en train de se dérouler. La journée est en train voilà, de se passer. Et c'est en train de. Le gel est en train de fondre petit à petit. Bon, c'est pas un très fort gel, mais en tout cas, voilà, la nuit a été un petit peu gelée, un petit peu, un tout petit peu. Bon, je vais vous présenter ici une vidéo qui va concerner les vecteurs parallèles. Ce que l'on peut en dire des vecteurs parallèles. Parce qu'il y a quelques informations à dire, et faire l'étude de vecteurs parallèles, c'est euh, enseigner quelques informations que vous savez peut-être déjà à la base, ou qui viendraient peut-être être complémentaires à vos informations que vous connaissez. Donc ici, c'est pour ça que je vais faire une vidéo qui va compléter un petit peu des informations sur les vecteurs parallèles. Et plonger, bien sûr, dans euh, des notions qui sont relatives aux vecteurs parallèles. Bon, il y a tout d'abord deux choses. Quand on parle de vecteurs parallèles, c'est qu'on a pris d'un espace vectoriel des vecteurs. On va les choisir. Alors, mathématiquement, on pourrait définir les choses autrement. Bon, voilà, ici, on peut définir les choses par un espace quotient. Euh, Pourquoi pas? On peut définir par un espace quotient les vecteurs parallèles, mais ici, je vais le faire de manière le plus classique possible, sans rentrer dans les espaces quotients. Donc, pour parler de parallélisme, de vecteurs, on parle déjà à la base de deux vecteurs. Voilà. En voici un premier. Bon, peu importe le sens, hein, c'est pas le sens qui importe. Je peux les mettre comme ceci. Simplement, j'ai pris un vecteur A, AB, U égale le vecteur A, B. Bon, j'ai choisi un point du plan pour placer mon vecteur. Ou je pourrais placer un point de l'espace, peu importe, que je sois dans le plan, que le vecteur soit situé dans le plan ou dans l'espace, ça ne change pas. Il faut quand même une origine de départ fixée librement. Voilà, on fixe une origine libre. On n'a pas une origine liée, mais c'est un vecteur libre. Voilà, U, AB est un vecteur libre. Ensuite, de nouveau, je fixe une origine, peu importe où pourrait-elle se situer dans le plan ou dans l'espace. Donc c'est un vecteur. Là, on a affaire à UV qui sont des vecteurs liés. Et V, bien sûr, c'est le vecteur CD. Donc ici, on a un espace vectoriel muni où V plus est un groupe. V plus est un groupe. Voilà. Donc j'ai pris un vecteur U et un vecteur V. Alors, tout d'abord, à quoi a-t-on affaire? On a affaire à des vecteurs. Comment définit-on un vecteur? On les définit par euh, trois choses. La première, c'est que on a une direction. Bon, c'est pas obligé, on n'est pas obligé de mettre les définitions ici dans l'ordre, hein. Bon, que vous mettez sens d'abord ou direction avant. Voilà. Généralement, pour créer un vecteur, vous avez besoin d'un segment. On crée d'abord un segment. Et le segment, on va faire deux choses, parce que le segment, il faut bien qu'il s'arrête à un moment donné. Donc, elle a en même temps une direction et en même temps euh, un module, ou une intensité, ou une longueur. Alors ici, je parlais non pas de module ou d'intensité, je parlais vraiment de longueur. Pourquoi? Parce que ici, ce sont des vecteurs géométriques, c'est-à-dire les vecteurs géométriques, ce sont des vecteurs qui ont pour module euh, la dimension qui est une longueur. L'unité du vecteur géométrique,
est une longueur. Donc ici, c'est vraiment des vecteurs géométriques. Alors quand je dessine un segment, bah, qu'est-ce qui vient en premier? Mais c'est la longueur en même temps que la direction. Puisque je dessine le segment, je la mets dans une certaine direction, elle aura une certaine longueur. Ouais, donc si vous voulez, il n'y a pas d'ordre à ça, hein, il n'y a pas d'ordre, voilà. Pour la définition, il n'y a pas d'ordre. Voilà. Alors maintenant, on a besoin, bien sûr, pour définir le vecteur, d'un sens. Alors le sens, c'est par une flèche, défini par une flèche, qu'on peut mettre aux extrémités ou au milieu, peu importe. Bon, certains mettent la flèche au milieu et donnent le sens du vecteur. Alors ça, ce sont les vecteurs, bien sûr, libres, parce qu'il existe aussi, on peut définir encore, je le rappelle, par une relation d'équivalence, les vecteurs liés, mais ici je ne le fais pas. Voilà, c'est par les vecteurs libres, je définis par les vecteurs libres, voilà, qui n'est pas une relation qui n'est pas une relation d'équivalence. Hein, bon, mathématiquement, on peut le définir par une relation d'équivalence. Alors si on avait les vecteurs liés, ben, ils sont liés à un point. Alors je vais les appeler VA. Là, à ce moment-là, ce sont les vecteurs liés. Bon, et les vecteurs liés, il faut un point d'application en plus. Bon, c'est juste ça la différence. Donc, ce qui veut dire que pour parler de parallélisme euh, de deux vecteurs, le module, on s'en fout. La longueur, ici, comme il s'agit de vecteurs géométriques, on s'en fout. Parce que ici, c'est en mètres hein, ou en centimètres. L'unité, c'est le mètre ou le centimètre. On s'en fout de la longueur ici. C'est pas la longueur qui va faire en sorte que deux vecteurs sont parallèles. C'est ni sa longueur, ni son sens. Donc ce qui veut dire que qu'est-ce qui va définir le parallélisme? Mais vous aurez compris que c'est bien la direction. C'est bien la direction. Alors, sachant cela, quand est-ce que deux vecteurs sont dits parallèles? Eh bien, c'est quand ils ont les deux vecteurs ont même direction. Ils ont même direction. Donc ça veut dire qu'il existerait bon, une direction fixée par un vecteur, un vecteur ou une droite, peu importe. Hein, la direction peut être donnée par un vecteur ou une droite. Alors, si on a un vecteur, on s'en fout du sens. Hein, c'est pas le sens qui va faire la direction. Je viens de vous le dire. La direction est donnée. Bah, la direction, je peux l'appeler delta. Voilà. Et donc ici, on aura le vecteur U et le vecteur V. Alors, qu'est-ce qui fait que U est parallèle à V? Parce que la direction de U, c'est delta, et la direction de V, c'est delta. Alors je vous rappelle qu'il y a, ils auront des systèmes, si on met, voilà, si on est dans l'espace, on met un système orthonormé x, y, z, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on aura un système de paramètres directeurs de la droite support du vecteur. Donc on a des droites qui vont supporter ces vecteurs. Donc, une autre manière de dire deux vecteurs sont parallèles s'ils ont même direction, mais aussi si leur support, si les supports de ces vecteurs, qui sont des droites, sont parallèles. Donc, deux vecteurs sont dits parallèles lorsqu'ils ont même direction. Même direction. C'est équivalent à dire si leurs supports sont aussi parallèles. Voilà. Si maintenant vous placez leurs supports, bon, les supports ne sont pas toujours présents. Hein. Un support, il sera présent quand on parlera de vecteurs glissants. Là, vous serez obligé de mettre le support. Voilà. En termes de vecteurs glissants, vous serez obligé de mettre le support. Mais pour un vecteur normal, on ne met pas son support. Bon, on sait bien qu'il a un support. On sait bien qu'un segment, ça provient d'une droite. Voilà. Donc, deux droites ou deux vecteurs seront parallèles s'ils ont la même direction ou s'ils ont des systèmes de paramètres directeurs proportionnels. S'ils ont des systèmes paramètres directeurs proportionnels. Voilà. Si leurs systèmes de paramètres directeurs sont proportionnels. Ou, voilà. Et donc, alors, on peut traiter, je veux dire, les droites, puisque les vecteurs, quand je dis droite, c'est les supports, hein, qui peuvent être dans le plan ou dans l'espace, on s'en fout. Voilà. Donc ici, on a une droite D1 et une droite D2. Bah, D1, on peut dire que, bon, le vecteur U est parallèle à V, puisque le support de U qui est D1 est parallèle au support de V qui est D2. Donc on peut voir
de deux choses, soit les segments qui sont, les vecteurs sont des segments, je vous rappelle, hein, et un segment, c'est une proportion de droite. Donc, si D1 est parallèle à D2, c'est que tout segment de D1 est parallèle à tout segment de D2. Et donc, si vous formez un vecteur avec un segment de D1 et un vecteur avec un segment de D2, peu importe le sens, parce que ça ne dépend pas du sens, eh bien, les deux vecteurs seront parallèles. Alors, maintenant, on va regarder un cas particulier. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'est toujours vrai? Non. Il y a un cas de figure où ça ne marche pas. Alors, lequel? Mais c'est pour le vecteur nul. Alors, pourquoi ça ne marche pas pour le vecteur nul? Alors, je vous rappelle que le vecteur nul, bon, ça peut être un point. Par exemple, là, ça, c'est le vecteur AA. Vecteur AA, c'est le vecteur nul. Hein. Alors, quel est son module? Ben, son module, ça vaut 0. Quelle est sa direction? Mais il n'a pas de direction. Hein. Sa direction est indéterminée. Or, justement, on parle ici de direction. Donc, si la direction est exclue. Enfin, je veux dire, ouais, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que le vecteur nul ne fait pas partie de ce qu'on pourrait appeler des vecteurs qui pourraient être parallèles. Le vecteur nul ne sera jamais parallèle à quoi que ce soit parce qu'il a une direction indéterminée. Donc il est exclu d'un vecteur qui pourrait être prétendant à un parallélisme. Donc ne dites jamais le vecteur U est parallèle au vecteur nul. Ou si vous voulez, en d'autres termes, le vecteur U est parallèle au point A. Ça ne se dit pas ça. Parce que A, il n'a pas de... A, c'est quoi? C'est le vecteur nul. C'est le vecteur AA. Et donc, le vecteur AA, bon, il a une direction indéterminée. On ne peut pas parler de direction. Donc, justement, pour dire affirmer que deux vecteurs sont parallèles, il faut pouvoir dire que leurs directions sont les mêmes. Or, A n'a pas de direction. Le vecteur AA, qui est le vecteur nul, n'a pas de direction. Alors maintenant, revenons un petit peu. Oui, ça a à voir avec les directions. On est d'accord. Donc je l'encadre. C'est exclusivement une référence à la direction. Et je dirais même beaucoup plus loin, je dirais beaucoup plus, c'est que c'est une référence à des directions qui sont identiques. Tout vecteur à direction identique seront des vecteurs parallèles. Maintenant, si je m'intéresse au module, vous allez me dire, bon, ça n'a rien à voir. Oui, effectivement, le module n'a rien à voir. Ouais. Mais, donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans la définition de vecteurs parallèles, c'est des vecteurs qui ont même direction, ou que leur support des vecteurs sont parallèles, c'est-à-dire les droites sont parallèles. Dans cette définition que je viens de vous dire, mais n'intervient pas la notion de module du vecteur. Bon, ici le module c'est une longueur, je vous ai dit. Pourquoi c'est une longueur? Parce que ce sont des vecteurs géométriques. Ce sont des vecteurs géométriques. Bon, les vecteurs géométriques, c'est ce qu'on utilise en mathématiques. Hein. Alors, en mathématiques, on utilise... Bon, parfois aussi, on peut utiliser en mécanique des vecteurs géométriques. Ouais, bon, pour autant qu'ils soient une dimension d'une longueur, les vecteurs géométriques sont utilisés en mathématiques et en sciences. Mais si c'est utilisé en sciences, il faut tenir en compte que leur unité, c'est une longueur. Tout comme en mathématiques, leur unité, c'est une longueur. Et donc, le module d'un vecteur géométrique a pour raison d'être une longueur. Bon, pourquoi je parle de ça? Parce qu'il existe aussi les vecteurs non géométriques. Et ces vecteurs non géométriques sont utilisés exclusivement en sciences, là, et plus en mathématiques. Hein. Ah, c'est fini. Là c'est exclusivement utilisé en sciences.
Alors, les vecteurs géométriques sont utilisés en maths et en sciences, mais si vous utilisez en sciences, vous les références, vous pourrez les distinguer par l'entrefaite qu'ils possèdent une unité qui est une unité de longueur. Donc, le module aura une unité qui est une longueur. Mais en sciences, les vecteurs géométriques sont utilisés en sciences. Bon, quand j'appelle science, c'est aussi en mécanique, hein. Bon, voilà. Bon, si je distingue science de mécanique, ben, je pourrais rajouter mécanique ici. Voilà. Mais normalement, mécanique est une matière aussi scientifique. Voilà, scientifique. Donc, bon, je peux la distinguer comme je peux la mettre dans le groupement en sciences. Alors, ce qui veut dire que s'il y a des vecteurs géométriques, il y a qui ont une unité qui est la longueur, il existe des vecteurs non géométriques. Et ces vecteurs géométriques ont une unité, un module qui va être dans une autre unité que l'unité de longueur. Là, on peut utiliser en mécanique des vecteurs qui sont non géométriques. Là, on aura des unités autres que la longueur. Donc, autre que le mètre, centimètre, décimètre, voilà, millimètre, peu importe. Donc, en science, c'est pareil. On a des vecteurs géométriques et non géométriques en sciences, comme on peut avoir des vecteurs géométriques et des vecteurs non géométriques en sciences, en mécanique. Alors, dès le moment où vous avez une unité qui est la longueur, ben, c'est des vecteurs géométriques. Si l'unité est autre que la longueur, ben, c'est des vecteurs non géométriques. Bon. Alors, le parallélisme de deux vecteurs, ben, on peut avoir un vecteur géométrique parallèle à un vecteur géométrique, ça sans aucun problème. On peut avoir un vecteur géométrique parallèle à un vecteur non géométrique, mais on peut avoir un vecteur non géométrique parallèle à un vecteur non géométrique. Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Si je veux, je veux dire un petit peu résumer ce que je viens d'énoncer, comme dans la définition de vecteur parallèle n'intervient pas le module du vecteur, ben, par voie de conséquence, un vecteur géométrique peut être parallèle à un vecteur d'un autre type. Voilà, un vecteur géométrique peut être parallèle à un vecteur d'un autre type, du genre vecteur non géométrique. Alors, deux vecteurs d'un autre type peuvent être parallèles aussi. Et deux vecteurs de type quelconque peuvent être parallèles entre eux. Donc vous voyez qu'il y a différents cas de figure, vecteurs géométriques, vecteurs non géométriques, qui peuvent être parallèles. Donc c'est pas exclusivement vecteur géométrique parallèle à vecteur géométrique. On peut avoir du parallélisme avec des vecteurs géométriques, avec d'autres types de vecteurs, sans aucun problème. Sans aucun problème. Là maintenant, bon, il faut débattre, bien sûr, d'un énoncé et du système en présence. C'est le système en présence qui va faire référence à la présence de vecteurs et quand est-ce que des vecteurs pourront être ou seront parallèles dans le système. On pourra entrevoir, bien sûr, par l'observation, par les hypothèses, quels sont les vecteurs qui sont parallèles dans un système. Voilà. Mais on peut avoir dans des systèmes des vecteurs géométriques voilà, qui sont mis en place avec d'autres vecteurs qui ne sont pas des vecteurs géométriques et donc qui peuvent être parallèles aux vecteurs géométriques. Ou certains des vecteurs seront parallèles entre eux. On pourra distinguer des vecteurs géométriques parallèles à des vecteurs géométriques ou des vecteurs géométriques parallèles à d'autres vecteurs. Ou voilà, on pourra avoir toutes sortes de combinaisons possibles de parallélisme. Le parallélisme ne sera pas exclusivement propre à des vecteurs géométriques. Tout dépendra du système en place, quand on étudie un système mécanique. Ou un système, voilà, en science, hein, il n'y a pas que la mécanique, qu'on a des vecteurs. En science, on peut avoir des vecteurs aussi. Je pense à la physique. L'électricité, et beaucoup de notions sont des notions de type vectoriel, hein. Voilà, enfin, beaucoup de domaines font référence à la géométrie des vecteurs, hein. Mais ce sont des vecteurs non géométriques parce que si vous avez des vecteurs en électricité, c'est des vecteurs propres à l'électricité, hein, des forces électriques,
Si on est en mécanique, on a des forces mécaniques. Voilà, si on est en sciences, bah, ça dépend le domaine, hein, on aura des forces de pression, tralali, tralala. Voilà, bon, c'est vrai que la plupart du temps, ce sera beaucoup des forces, beaucoup de choses qui seront reliées, beaucoup de vecteurs qui seront reliés aux forces. Alors, des forces, on a toute une panoplie, hein, toute une panoplie. Ça va engendrer, bon, bien sûr, toutes des théories sur les forces, force électrique, force électrodynamique, force électrique, force magnétique, force de pression, force... il existe beaucoup de forces, beaucoup de types de forces. Et donc on les étudiera, je veux dire, en sciences. Bon, maintenant, on va rentrer un peu plus dans les... dans le... dans la formalisation du vecteur parallèle. Dans la formalisation du vecteur parallèle. Alors, ça peut être un vecteur... Là, c'est un support. Hein, je viens de mettre un support D avec une direction delta. Alors, quand deux vecteurs, je vais vous le dire tout de suite, comme ça c'est fait ici, deux vecteurs sont parallèles lorsqu'ils sont collinéaires. Alors, collinéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire parallèle. Ils sont collinéaires. Il y a des vecteurs, des collinéarités. Donc, qui dit collinéaire dira parallélisme. Distinct ou confondu. On aura un parallélisme distinct ou confondu. Alors maintenant, si j'ai des vecteurs parallèles, donc j'ai un espace vectoriel. Hein. Alors là, j'ai un espace vectoriel, V+. Là, c'est un groupe. Hein. C'est un groupe, V+, c'est un groupe. Ah, j'aurais pu mettre les vecteurs liés, parce que les vecteurs liés aussi, c'est un groupe. Hein. Je l'ai démontré dans une vidéo précédente. Ah, VA+, c'est un groupe. Bon, mais là, on a un espace vectoriel sur le champ, par exemple, des réels. Bon, j'aurais pu mettre le champ K. Alors, vous allez me dire, quelle est la différence entre K et R? Ben, ouais, quand je dis R, c'est R plus fois. Hein. Et quand je dis K, c'est K plus fois. Donc, c'est la liaison, il existe une liaison entre les deux ensembles-là. Là, V plus et R plus fois, ou VA plus et R plus fois, ou V plus et K plus fois. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait que R c'est K? Non, non, R ce n'est pas forcément K. R c'est un cas particulier. Ah, R il n'a pas de dimension. K, il a une dimension. C'est-à-dire, il aura une unité de mesure. Et si en science vous utilisez un nombre pur, ben, il n'y aura pas de dimension. Par contre, ici, si vous utilisez K, ben, K, vous devrez mettre une dimension, une unité du système international. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, on a un espace vectoriel. On a un espace vectoriel. Sur le champ soit R plus fois, soit le champ K plus fois, en fonction des dimensions, des unités, des unités, des vecteurs, des unités des vecteurs. Enfin, des unités de K, je m'excuse, des unités de K. Ouais, mais les unités de vecteurs, ça peut être un vecteur géométrique, un vecteur non géométrique, ça dépend. Hein. Bon, ça dépendra. Les unités dépendront. Si on a un vecteur géométrique, c'est une longueur. Vecteur non géométrique, ça dépendra du système et du vecteur que l'on a en présence. Voilà. Alors, donc ici, je vous ai dit que on a les vecteurs ayant une même direction que je vais appeler delta. Bien sûr, ici, ce que je vais faire, c'est je vais associer au vecteur parallèle un même vecteur unitaire. Donc, c'est-à-dire, voilà, là j'ai une droite, je vais construire un vecteur que je vais appeler U1, qui fait partie... C'est un vecteur libre, hein. Donc U1, voilà, je l'appelle U1. Donc c'est V+,
Voilà, c'est pas VA+, c'est pas 2V+, ça c'est les vecteurs libres, et ça ce sont les vecteurs liés. C'est le groupe, ça c'est un groupe commutatif bien sûr, hein. Les deux sont des groupes commutatifs tous les deux. Alors bien sûr je vous ai montré que le VA+, s'implique du V+, hein. C'est à partir du V+, sachant que le V+, c'est un groupe, mais on peut démontrer facilement que VA+, est un groupe, hein. Facilement. Bon, je l'ai fait dans une vidéo précédente, il faut aller rechercher les 4 critères, les adapter, c'est tout. Bon, alors ce que je voulais vous dire ici, bon, je vais mettre U1, U2, U3, voilà, U1, U2, U3, voilà. Je pourrais en mettre beaucoup qui sont parallèles entre eux, voilà, qui ont la même direction delta. Tout ça ont une direction, tous ces vecteurs-là, U1, U2, U3, ont une direction delta. Bon, bien sûr, D est parallèle à delta. D est un support, par exemple, de U1. J'ai mis son support, hein, supposons que c'est un vecteur glissant. Les autres, ils n'ont pas besoin on n'a pas besoin de mettre leur support, mais on sait bien qu'ils ont un support et que les supports de U1, U2, U3 sont parallèles. Bon, ça, bon. Mais je n'ai pas mis les supports de U2, U3, parce que quand c'est des vecteurs liés, on n'est pas obligé de mettre les vecteurs, leur support, sauf si maintenant c'est nécessaire pour montrer quelque chose relatif au support. Là, en ce moment, il faut le mettre obligatoirement. Alors là-dessus, je peux mettre un vecteur particulier. Alors ce vecteur particulier, c'est un vecteur unitaire. Bien sûr, il doit être parallèle à... Pour dire qu'il est parallèle aux autres, voilà, ça c'est un vecteur unitaire que je vais appeler I. Alors la norme de I, ça fait 1. La norme de I fait 1. C'est un vecteur unitaire, et dans l'espace vectoriel, I est une base. Donc une base, ça veut dire qu'il va engendrer tout autre vecteur. Il peut engendrer toute une panoplie de vecteurs. Donc il va engendrer U1, U2, U3 à partir de I. Alors je rappelle qu'une base c'est une partie libre et génératrice, hein. Une partie libre et génératrice, elle va générer des vecteurs. Alors si on associe à des vecteurs parallèles un même vecteur unitaire qui est ici I, les vecteurs ayant une même direction qui est delta forment un espace vectoriel sur le champ, on va dire ici de R, sur le champ R ici. Alors cet espace vectoriel est de quelle dimension? Mais il est de dimension 1. Cet espace vectoriel est de dimension 1. Alors, je pourrais vous montrer comment faire un espace vectoriel de dimension 2. Ce sera la suite d'une vidéo. Alors, vous aurez compris qu'il faut deux bases, et J. Là, on sera en dimension 2. Il faudra deux vecteurs unitaires. Pour avoir un espace vectoriel de dimension, dimension 1, on n'a qu'une... La base possède qu'un vecteur unitaire. Dimension 2, mais on est dans le plan, c'est IJ. Là, vous allez avoir un repère orthonormé, enfin, il n'est pas obligé d'être orthogonal, mais voilà, on aura un repère, une base IJ. Là, on a une base qui est I, c'est une base I. Alors, si vous voulez un repère, bien sûr, le repère ici, c'est OI, hein. Le repère, c'est OI quand on est en dimension 1. La base, c'est I. Alors maintenant, le repère en dimension 2, il vous fait une origine et une base I, J. Voilà. La dimension 2, la base, c'est quoi? Ben, c'est IJ. Et en dimension 3, ben, il faut un repère OIJK, repère avec une origine O et une base IJK. Généralement, on mettra orthonormé la base OIJ et OIJK. Hein. On travaillera. Et en plus de ça, là, on mettra un repère orthonormé. Là, on mettra un repère orthonormé dit direct. Ou droitier. On travaillera généralement avec ça. Comme ça, on harmonise tous les repères par rapport aux étudiants. Si les étudiants
il y a 56 étudiants, ben, ou 100 étudiants, même voire 5, hein, il peut y avoir 2 ou 3 étudiants, on s'en fout. Travailler sur une base OJK, orthogonal, c'est toujours bon, surtout quand on développe les produits vectoriels. Produits vectoriels, là, c'est sur base comment on appelle ça, d'un repère orthonormé, soit droitier ou gaucher, peu importe. Mais en tout cas, il doit être orthogonal. Mais maintenant, en mathématiques, on utilise les repères orthonormés dans le plan, parce que bon, c'est pour harmoniser les courbes, hein. Harmoniser que tout le monde ait la même. Si vous avez 20 étudiants, chacun prend son repère comme il veut, repère comme il veut, sa base comme il veut, ça ne va pas. Parce que imaginez-vous, euh, il y en a un qui prendrait une base qui ne serait pas normée. Là, elle n'est pas normée, hein, parce que pourquoi? Parce que j'ai un vecteur de base I, J, bah, il y en a, ils ne sont pas les mêmes. Ils doivent être unitaires tous les deux, hein. Or, il y en a un qui n'est pas unitaire. S'il y en a un qui est décrété unitaire, l'autre ne le sera pas. Donc là, c'est déjà pas bon. Alors, s'il y en a un qui utilise, si les personnes utilisent des vecteurs normés, c'est-à-dire avec une base J normale, mais avec un angle ici qui fait n'importe quoi, hein, je peux le mettre angle aigu ou obtus, bon, ça commence à... Voilà, les courbes ne seront pas les mêmes pour l'un et l'autre, elles seront étirées ou compressées, ça dépend de l'angle que vous allez prendre. Donc, pour éviter ce genre de choses pareilles, ben, je veux dire, on harmonise, toutes les courbes doivent être fixées dans un repère orthonormé. Et donc, pour les vecteurs, ce sera pareil. On travaillera avec un repère orthonormé dans le plan et un repère orthonormé direct dans l'espace. Mais maintenant, si vous voulez travailler avec un repère gaucher, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème. Là, en dimension 3, on a la base qui vaut I, J, K. Mais de toute façon, ici, moi, je ne suis pas en dimension ni 2 ni 3. Je les verrai. Je verrai comment formaliser, voilà, des vecteurs en 2D et en 3D. Là, ici, je suis tout simplement au niveau de la dimension 1. Donc ici, ce que je voulais dire, c'est que j'associe à des vecteurs parallèles U1, U2, U3, un même vecteur unitaire qui est I. Alors, les vecteurs ayant une même direction delta forment donc un espace vectoriel sur le champ des réels. Donc, on a l'espace vectoriel, c'est V plus, c'est le voilà, V plus vers R plus fois. Alors, cet espace vectoriel, je vous ai dit qu'il est des dimensions 1. Les dimensions 1, donc on pourra représenter sur tout vecteur sur par rapport à I1, par rapport à I. On peut représenter, on va dire, écrire une écriture qui fera référence à I, toujours à I. Alors je pourrais écrire, regardez bien l'écriture que je vais faire ici. Si je mets un vecteur I, bien sûr avec une origine, donc je viens de créer un repère, hein, parce que j'ai OI. Alors si je mets un vecteur qui est U, voilà, les deux vecteurs sont parallèles. C'est un vecteur libre, hein. C'est un vecteur libre. Alors ce U voudra peut-être... bon, je vais regarder combien de fois. Une fois. Alors on va mettre 2 fois. Je vais l'agrandir pour mettre 2 fois. Donc j'ai un I et I. Voilà. Ça va me donner le vecteur U.
Allez, supposons que le vecteur U fasse ça, fasse cette longueur-là. Alors que vaut U par rapport à I? I est un vecteur unitaire. Ben, on va dire que U vaut I plus I. Bon, et I plus I, ça fait 2 fois I. Alors, si je mets une droite, là, si je mets une droite sur I, le vecteur unitaire, je vais le replacer là. Là, je mets l'origine. Alors, si je veux replacer par rapport à l'origine ce vecteur, alors vous avez compris que tout vecteur V, quel que soit V, quel que soit V appartenant... Alors ici, vous remarquez le réel. Hein. On a un espace vectoriel sur R plus fois. On a un espace V, V+, c'est un groupe. Alors là, c'est plutôt... Attention que maintenant, je vais retransformer en... V+, c'est un groupe, oui. Je vais mettre VO. Donc les vecteurs liés à O. Je vais tout lier à O. À l'origine. Pour en faire un... Vous aurez compris, un axe gradué. Hein. Je vais en faire un axe gradué. Alors, c'est un espace vectoriel sur le champ R plus fois. Alors, où est ce réel? Ben, il est là. Voilà, alors, quel que soit le vecteur V appartenant à V qui sera lié à l'origine, ici je vais lier à l'origine, hein, VO, VO+, ben, je peux écrire que V est égal à alpha I, avec alpha appartenant à R. Bon, il y a un cas particulier, bien sûr, et ça, c'est la collinéarité. Mais alpha peut être nul. Hein. Alpha, si alpha vaut 0, vous avez l'origine. Oh, oh. Là, on ne pourra pas parler de collinéarité quand on a l'origine. Hein. Bon, on aura un point. C'est un cas particulier. Mais malgré tout, je peux quand même référencer l'origine. Avec cette écriture-là, je référence, euh, tout vecteur ainsi que l'origine. Il n'y a pas de problème. Bien que l'origine n'est pas un vecteur parallèle, je vous l'ai dit tout à l'heure, OO n'est pas parallèle, ne saurait pas être parallèle à quoi que ce soit parce qu'il n'a pas de direction précise. C'est un cas particulier, mais malgré tout, on l'intègre, on l'incorpore quand même. On l'incorpore quand même. Donc, ce qui veut dire que maintenant, si je veux remettre le U par rapport à l'origine, je vais vous montrer comment. Je vais mettre 2 fois I. Là, c'est 1 fois I. 2 fois I sera plus ou moins là. Donc, j'aurai le vecteur U qui est mis dans un axe gradué. Cet axe gradué, je vais l'appeler l'axe des abscisses. Alors par là, on va vers les positifs, c'est ça que ça veut dire. Hein. La flèche signifie que si vous voulez aller dans le sens des négatifs, il faut aller dans le contresens. On va aller dans... bon, il faut que je prenne... L'unité va de là à là. Il faudra aller de là à là pour avoir un vecteur contraire. Là, on aurait moins 1, moins 2. Donc là, ça voudrait dire qu'on aurait 1, 2. Il faut bien le faire, c'est tout. On aurait 3, et ainsi de suite. Et on peut répertorier alpha appartenant à R. Je peux mettre 1,1, 2,3, 4,5. Donc, là, je peux représenter sur un axe des abscisses, voilà, représenter tout vecteur sur un axe des abscisses par l'entremise du jeu de parallélisme. Alors maintenant, on va regarder quelque chose d'autre.
Donc je peux dire que un vecteur U est égal à alpha fois I, un vecteur V vaudra bêta fois I. Avec bien sûr alpha, bêta appartenant à R. Alors je pourrais écrire, bon, c'est une façon... C'est une façon un peu rébarbative mathématique de le faire, mais parce que je ne peux pas mettre des divisions vectorielles comme je vais faire maintenant. Voilà, je vais écrire U sur V est égal à alpha sur bêta I sur I. Je fais la division. C'est rébarbatif, hein, je m'excuse, mais bon, c'est pour vous montrer quelque chose. Donc U est égal à alpha sur bêta V. Les I se simplifient. Voilà, les I se simplifient. Donc on a U égale gamma V. Voilà. Donc ça veut dire que U et V sont parallèles là. Ils sont collinéaires. Alors distincts ou confondus. Si vous le placez dans un même axe, ben, ils seront confondus. Hein. Oui, parce que placé sur un axe comme ceci d'abscisse, mais tout est confondu parce qu'on ramène tout à l'origine O sur un même axe. Donc on aura tous des parallèles confondus. Mais ça reste collinéaire. Ça reste collinéaire. Voilà. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On peut dire que le parallélisme U est égal à, je vais marquer ici alpha V, signifie, bien sûr avec alpha appartenant à R. Alors si on peut avoir un cas particulier, alpha égale 0, on a un point. On a un point. Si alpha égale 0, alpha fois V, on a un point. Hein. Et un point, bien sûr, c'est pas parallèle. Je vous le dis tout de suite, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parallèle, mais c'est un cas particulier. C'est un cas particulier, voilà. C'est pas parallèle. Parce que si vous faites U est égal à alpha fois V, ben, si alpha vaut 0, alpha fois 0, c'est le vecteur nul. Or, le vecteur nul n'a pas une direction indéterminée. Donc là, on pourra dire que c'est un cas particulier de collinéarité. Mais, bon, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Il n'est pas parallèle. Voilà. Mais malgré tout, on l'incorpore dans la définition de la collinéarité. Normalement, on devrait en enlever ça, mais bon, on le laisse. On dit alpha appartenant à R. On considère aussi que le point sera une collinéarité. Une collinéarité. Bon, c'est comme ça. Comme ça. Bon, certains écriront ceci, mais d'autres seront plus... euh, d'autres seront... Comment est-ce qu'on appelle ça plus, plus... Plus carré. Plus carré. Alors, bon, ça c'est bon, hein. Ce qui est écrit là, c'est bon. Mais certains puristes iront plus loin. Ils vous diront que alpha doit être différent de 0. Donc ils vous écriront alpha appartenant à R0. Ils vous écriront ça. Bon, tout dépend comment on voit la chose. Certains vont l'incorporer, vont dire bon, c'est collinaire. D'autres, ils vont vous dire. Certains puristes auront raison. Hein. C'est les puristes qui auront raison parce que les puristes vous diront que le point, si je prends alpha égale 0, ben, on a un vecteur nul. Le vecteur nul, il n'a pas de direction, donc il ne saurait pas être parallèle, il n'est pas collinéaire. Normalement, c'est comme ça. La vraie définition, c'est ça. C'est ça. Bah, tout dépend si on est puriste ou pas. Si vous êtes puriste, c'est cette définition-là qu'il faut adopter. C'est celle-là. Si vous êtes puriste. Maintenant, si vous n'êtes pas puriste, bah, vous incorporez cette définition-là. Vous ne prêtez pas trop attention quand il s'agit d'un point parce que vous n'avez pas à faire, vous avez quand même malgré tout pas vous dire qu'un point est parallèle à un vecteur. Hein, donc ça va aller de soi. Donc vous allez vous mettre une définition et mentir par omission. C'est-à-dire que vous n'avez pas mis alpha différent de 0, mais vous savez très bien que vous n'allez pas prendre un point. Donc c'est comme si vous savez
à la base, que vous n'aurez pas un point de prix. Donc vous allez vous mentir par omission, et donc vous allez prendre ce cas de figure-là sans que, bon, certaines personnes s'en offusquent. Maintenant, si certaines personnes s'en offusquent, à ce moment il faut expliquer que le vecteur nul n'est pas un vecteur, c'est un point. Et si c'est un point, il n'a pas de direction. S'il n'a pas de direction, il ne serait pas parallèle à quelque chose. Donc à ce moment-là, vient cette définition-là. Alors bon, moi je veux bien prendre la définition des puristes. C'est pas un problème. J'irai donc même plus loin à ce moment-là. J'irai même plus loin parce que je vais faire distinguer deux cas. Deux cas. J'écrirai U est égal à alpha V, mais à ce moment-là, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre ça comme ceci. Égal, et là je vais mettre un plus ou moins. Et je vais définir alpha strictement positif. Alpha strictement positif. Donc là, là ça, U et V seront parallèles, bien sûr avec alpha positif, strictement positif. Alors si vous prenez le signe plus, alpha étant positif, U et V seront de même sens. C'est ça que ça veut dire. Hein. Maintenant, si je prends alpha étant toujours strictement positif, ça n'a pas changé parce que bon, c'est décrit par ce critère, cette condition-là. Si je mets le signe moins, c'est que les deux vecteurs UV sont, on va dire, opposés. Alors, comment est U par rapport à V? Eh bien, il est alpha, il vaut un coefficient alpha. Attention que ce coefficient alpha est unique. Hein. Il existe un seul alpha, hein. Bien sûr appartenant à R plus 0, voilà, R plus 0, tel que U est égal à alpha V, ça veut dire que les deux vecteurs sont, on va dire, proportionnels. Les deux vecteurs sont proportionnels. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce alpha? Tiens, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, ce alpha, c'est juste le rapport d'homothétie. C'est un rapport d'homothétie. Donc, les deux vecteurs sont homothétiques. Il y a un rapport d'homothétie. Alors, dans les homothéties, je ne sais pas comment est-ce qu'on écrit ça, je ne me rappelle plus. Homothétie, homo, je ne me rappelle plus s'il y avait un H, homo. Je ne sais plus s'il y avait un H. Enfin bref, je vais le mettre avec un H parce que ici j'ai un doute. Alors, rapport d'homothétie. Bon, les figures ici, à mon avis, je crois qu'il y avait un H. Ouais, c'est ça. Il y avait deux H. Un ici et un là. Voilà. Enfin bref. Donc on a le vecteur U ici, le vecteur V, et on a une proportionnalité entre les deux vecteurs. On a ce qu'on appelle un rapport d'homothétie. C'est le rapport d'homothétie alpha, et il est unique. Pour combien de fois, vaut les rapports d'homothétie qui vont donner par la suite en géométrie vectorielle les rapports segmentaires. Hein. Et donc, on comprend tout de suite, vous comprenez tout de suite que quand vous faites de la géométrie vectorielle, par exemple sur un triangle, peu importe, sur une figure de plane, c'est sur les figures planes qu'on fait de la géométrie vectorielle. Hein. Voilà, parce qu'on ne va pas faire de la géométrie vectorielle sur ça. Si on a ça, c'est à ce moment on peut mettre un vecteur, mais qui va représenter par exemple une vitesse. Une vitesse, oui. Une tangente à une courbe, oui. Mais bon,
Moi, je parle de géométrie vectorielle, c'est-à-dire avec des vecteurs géométriques. Donc, on va travailler avec, voilà, on peut travailler avec des cercles, hein, c'est pas un problème. Si je travaille avec un cercle, je peux mettre des vecteurs euh, qui seraient à l'intérieur des rayons, par exemple. Il n'y a pas de problème, ça. Bon, voilà. Je pourrais mettre des vecteurs comme ceci en travaillant sur un cercle. Mais généralement, en géométrie vectorielle, euh, bon, si on travaille sur des triangles, euh, avec des parallèles, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir la relation des triangles semblables. Vous aurez une relation des triangles semblables. Et donc, la relation de triangles semblables n'est rien d'autre qu'est-ce qui est caché derrière, mais ce sont des rapports d'homothétie. Les triangles semblables ne sont rien d'autre que des rapports d'homothétie. Donc ici, U égale alpha V, en géométrie vectorielle, vous avez utilisé ça, ces rapports d'homothétie pour démontrer, oui, ici j'ai oublié le plus ou moins. Voilà. Vous avez utilisé ces rapports d'homothétie pour démontrer beaucoup de choses au niveau des triangles, des carrés, des figures géométriques planes, dans le plan, ou même dans l'espace, voire même dans l'espace. Donc vous avez utilisé ce rapport d'homothétie là. Et donc qui fera référence à un rapport d'homothétie. Donc probablement si vous avez des triangles avec plusieurs rapports et des parallèles, vous avez ces rapports d'homothétie seront voilà, des rapports de triangles semblables. De rapports de triangles semblables. Et donc ça signifie quoi aussi? Ben, vous aurez compris que ça c'est la collinéarité. Hein. Ça c'est la collinéarité. Parce que le rapport d'homothétie va induire, je veux dire, des rapports entre deux vecteurs, oui, mais on aura une proportionnalité. Qui dit proportionnalité dit parallélisme. Donc on aura une collinéarité. On aura une collinéarité. Alors, le parallélisme peut être distinct ou confondu. Alors, on est aussi bien dans le plan ou dans l'espace. La collinéarité, cette collinéarité est vraie dans le plan ou dans l'espace. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on définit l'équation d'une droite. Hein. L'équation d'une droite est définie à partir de ça. L'équation d'une droite dans le plan ou dans l'espace, peu importe, à partir d'une origine O, tout point x est égal à alpha AB. Plus, je peux mettre plus à partir de l'origine, un point particulier OA. Alors bien sûr, qu'est-ce que c'est qu'AB? Ben, c'est deux points. AB sont deux points de la droite. Et ça, c'est un point particulier à partir de l'origine. Enfin, je veux dire ici, c'est un vecteur exprimé par rapport à l'origine. Et ça, c'est le vecteur AB. Donc, vous voyez qu'ici, bien sûr, avec alpha, alpha appartenant à R. Hein. Remarquez qu'ici, j'ai mis alpha. J'ai pas mis alpha appartenant à R0. Enfin, j'ai mis alpha appartenant à R et pas. Parce qu'ici, le point 0 peut appartenir à une droite. On peut, voilà, le point 0,0 peut appartenir à la droite. Ou un point particulier peut appartenir à la droite, sans aucun problème. Donc c'est pour ça qu'ici, il ne faut pas enlever quoi que ce soit. C'est alpha appartenant à R. Tel que alpha appartenant à R.
Ça équivaut, x appartient à dire, équivaut à dire que OX, O étant l'origine bien sûr, est égal à alpha AB plus OA tel que alpha appartenant à R. Bien sûr, A et B sont deux points de la droite. Bon, maintenant, si je ramène tout à un axe, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, bon, l'équation de la droite, je viens de vous la montrer. Si cette droite-là est un axe est un axe, donc je définis un repère O avec une origine O et une base I, une base unitaire. Et là, je mets un axe gradué qui est l'axe des abscisses. Par là, on va vers les négatifs. Et dans l'autre sens, on va dans les sens positifs. Alors, qu'est-ce que je peux écrire? Que tout point X, je peux référencer un point X. Comment? Ben, je peux dire que O, le vecteur OX, c'est égal à alpha alpha I. Bon, mais alpha, c'est exactement la lecture faite par rapport à l'origine. Hein. La composante est égale à l'abscisse, puisqu'on débute par rapport à l'origine. La composante, si vous dites, voilà, si je vais mettre un exemple, vous avez O, I. Si vous avez 5 ici, ici c'est le vecteur OX est égal à 5 fois I. Mais l'abscisse X est égal à 5. Pourquoi? Parce qu'on débute, la composante est égale à... On dit la composante d'un vecteur, hein, et là on dit l'abscisse d'un point. Composante d'un vecteur, l'abscisse d'un point. X égale 5. 5 est l'abscisse du point X, et 5 ici la composante du vecteur OX. C'est 5 fois I. Donc le alpha vaut exactement X. OX égale alpha I égale XI. I, bien sûr, est le vecteur unitaire. Et X, qu'est-ce que c'est ici? Mais c'est le module. C'est le module du vecteur OX. Si je veux faire le module de OX, et le module de OX, ça fait 5. Alors, le module, ça devient un scalaire. Hein. Le module devient un scalaire, parce que, voilà, c'est un nombre. Le module, c'est un nombre. Comment on remettre un vecteur en nombre? Ben, en prenant son module. Alors, maintenant, pour être beaucoup plus précis, bon, j'aurai plus x. Si x est positif, et si x est négatif, ben, vous allez avoir moins x fois i. Vous serez situé au symétrique, à l'opposé par rapport à l'origine. C'est de l'autre côté, ou à l'opposé par rapport à l'origine. Ce sera le symétrique de x et moins x. Le symétrique de x et moins x, vous serez situé à l'opposé de l'origine, en moins x. Donc si vous avez plus x, ben, ça veut dire que le vecteur OX est dans le même sens que i. Si vous avez moins x, ben, le vecteur OX est dans le sens contraire de i. Alors pour tout vecteur collinaire, ben, on pourra marquer V, bien sûr, collinaire à quoi? À i. Hein. V est égal à alpha i. Pour tout vecteur collinaire à i, on pourrait écrire V est égal à alpha i. Alors V, bien sûr, si je note bien sûr V est égal à alpha i, bien sûr V collinaire
V collinaire à I. Alors V c'est quoi? C'est la mesure algébrique. Mesure algébrique. Donc du vecteur U, V, du vecteur V. C'est la mesure algébrique du vecteur V. C'est la mesure algébrique du vecteur V. Alors qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, quand je dis qu'est-ce que c'est que la mesure algébrique? Mais je vous ai dit ici, ça pouvait être plus ou moins. Si alpha est strictement positif, on peut prendre soit plus, soit moins. Alors, le module de V, c'est égal à V. Mais la valeur algébrique du vecteur V, c'est le module de V, bien sûr, affecté. Un module, c'est toujours positif. Hein. Ça, c'est toujours strictement positif. Enfin, il peut être nul. Hein. Voilà. Mais, voilà, affecté... oui, ici, il peut être, on va dire, si vous mettez égal 0, vous aurez un point. Vous aurez un point, c'est juste ça. C'est la discussion que j'ai eue tout à l'heure. Si vous mettez alpha égale 0, vous avez le vecteur nul, vous avez l'origine. Vous retombez sur l'origine. Voilà. Bon, ce que je voulais vous dire, bon, je vais quand même prendre strictement plus grand. Voilà. Affecté du signe plus ou du signe moins. Voilà, bien sûr, affecté du signe plus, s'il va dans le même sens que I, V va dans le même sens que I. Affecté du signe moins si V est dans le sens contraire de I. Donc, ce qui veut dire que je peux ramener l'écriture V, alpha, c'est la norme de V, affecté du signe plus ou moins, suivant qu'il est dans un sens ou dans un autre. Voilà. Fois I. En d'autres termes, c'est V est égal à plus ou moins V fois I. Alors je rappelle que pourquoi j'ai exprimé par rapport à I, parce que I est une base de l'espace vectoriel. I est une base de l'espace vectoriel. Ça, c'est une base de l'espace vectoriel. Base de dimension 1, bien sûr. Et que, bien sûr, on a V+, qui est le groupe, voilà, le groupe des vecteurs, hein, qui contient les vecteurs, et qui forme un espace vectoriel avec V plus et R plus fois. Donc, V, c'est l'espace vectoriel de dimension 1 formé des vecteurs de même direction qu'une direction delta. Ils sont tous parallèles ici. C'est tous des vecteurs parallèles. Parce qu'ici, on va engendrer que des vecteurs parallèles. Hein. Le fait d'écrire ceci, on engendre que des vecteurs parallèles. Hein. C'est une écriture, voilà, c'est linéairement dépendant.
on va dire que c'est une combinaison linéaire avec d'un seul vecteur. Là, on a affaire à une combinaison linéaire. V est égal à plus ou moins la norme, enfin, que je vais appeler V directement, la norme de V, c'est V fois I. C'est une combinaison linéaire. On a affaire à une combili d'un seul vecteur. Combili d'un seul vecteur. Alors la combili, je vous rappelle que c'est tous les vecteurs U tels qu'on est la somme des lambda I UI. Voilà, avec ici c'est plutôt les vecteurs. On engendre les vecteurs V. On part ici pour I égale à 1 jusque N. Voilà, ça c'est une combili. Par exemple, je vais donner un exemple. 3U1 plus 2U1. 2U2. Voilà. Ça c'est une combili. J'ai formé un vecteur V. Voilà, par combinaison linéaire. Mais là, attention que c'est plus parallèle. Hein. C'est plus parallèle parce que pour avoir le parallélisme, il faut ceci. Je vous montre ce que c'est qu'une combili. C'est juste ça. Mais que le parallélisme, c'est une combili d'un seul vecteur. C'est ça que je veux dire. Alors, un seul vecteur, c'est... Bon, je vais mettre une combili de 3 vecteurs qui n'est pas parallèle. Je vais en remettre un autre exemple. Voilà, V égale 3U4 plus 3U4. Voilà. Je ne suis pas obligé d'avoir U1, U2, U3, U4 pour avoir... Voilà, c'est combili de n'importe quel vecteur. Hein. 2 vecteurs, 3 vecteurs, 4 vecteurs, 5 vecteurs, on s'en fout d'un espace vectoriel. Voilà. Mais ici, de toute façon, c'est une combinaison linéaire ici qui décrit qu'on n'a pas de parallélisme. Hein, parce que dès le moment où on a 2 vecteurs, on n'a plus de parallélisme. Pour avoir le parallélisme, il faut une combinaison d'un seul vecteur. Donc ça veut dire que là, le n doit valoir 1. On n'a qu'un seul vecteur. D'ailleurs, ce qui veut dire qu'on n'aura pas de somme, parce que une somme, si vous avez qu'un terme, on n'a pas de somme. Hein. Ici, pour avoir une somme, il faut un second terme. Voilà, donc ici, dans la somme, ici, sigma va comprendre un seul terme sans plus, sans terme d'addition. Alors, pas confondre, ça c'est un terme de signe. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des termes de signes. Ce sont des signes algébriques. Alors que ça, c'est un plus qui viendra avec un terme. Mais je ne peux pas mettre de terme parce que c'est parallèle. Et justement, c'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est que c'est une combinaison spéciale. C'est une combinaison spéciale. Avec un seul terme. Alors, on dira ici que V et I, les deux vecteurs V et I sont linéairement dépendants parce qu'ils sont parallèles. Ils sont collinéaires. Quand c'est collinéaire, c'est linéairement dépendant. Égal linéairement dépendant. Alors, voilà. Donc, ce qui veut dire que tous les vecteurs engendrés par I vont être collinéaires ici, d'après cette formule-là. Ça veut dire que s'ils sont tous collinéaires, tous les vecteurs sont parallèles. Et si tous les vecteurs sont parallèles, mais ce qui va être engendré par I va donner que des vecteurs parallèles d'office. Donc on aura V plus ici, le V ici, les vecteurs engendrés, ben, c'est tous des vecteurs parallèles à I. C'est tous des vecteurs collinéaires à I. Alors, un espace de dimension. Alors, ça peut être parallèle, distinct ou confondu, hein, on s'en fout de ça. Voilà, ça peut être parallèle, distinct ou confondu. Hein. V égale plus ou moins V fois I, ben, je peux mettre ailleurs. V est un vecteur libre. Hein. C'est un vecteur libre. Voilà, c'est pas un vecteur lié. J'ai pas mis VA+. J'ai mis V+. Donc c'est un vecteur libre, je peux le mettre où je veux. Donc ça veut dire que le vecteur engendré,
n'est pas forcément sur l'axe. Je peux le mettre en dehors de l'axe. Hein. Alors, supposons que vous avez un axe. Alors, si maintenant vous liez, je vais le lier à l'origine. À ce moment, il sera toujours... À ce moment, il faut que je prenne VO+. Alors, VO+, il est obligé de se situer sur l'axe. Obligé. Maintenant, si je mets V+, là, je peux le situer où je veux. C'est-à-dire que, voilà le I. Le I est ici. Alors, VO+, vous êtes obligé de mettre... lier le vecteur par rapport à l'origine. Donc, vous aurez obligatoirement un vecteur sur l'axe. Maintenant, si je prends V+, je peux mettre un vecteur qui est là. Bon, et ça vaut peut-être 4 fois I. Par exemple, je l'ai mis par rapport à un point A. Voilà, parce que c'est un vecteur libre. Voilà, pas confondre VO+, et V+. Hein. VO+, c'est les vecteurs liés. Vous forcez les vecteurs à être liés à l'origine. Donc, vous aurez un vecteur lié à l'axe. Et d'un autre côté, ben, vous prenez un vecteur quelconque. Je peux lier à l'origine. Comme je ne les lie pas, je suis libre de lier où je veux. Donc ça, c'est un vecteur libre. Ça, c'est un vecteur lié. Et là, vous êtes obligé de lier. Si vous dites 5 fois I, ben 5 fois I, vous êtes, il doit débuter à l'origine. Donc il va se situer sur l'axe. Par contre, l'autre là-bas, il n'est pas obligé de se situer. Il va être parallèle. Donc là, ça va être parallèle, si vous voulez, confondus. C'est en fait dire qu'ils seront parallèles confondus. Et que là, c'est parallèle distinct. Bon, en tout cas, l'écriture précédente ceci va engendrer toujours des vecteurs parallèles. Ça va engendrer des vecteurs parallèles, qu'ils soient parallèles confondus ou distincts. Bon, et pour conclure, pour terminer, je ne veux pas conclure, hein, c'est pas conclure. Pour terminer, une dernière information, ben, c'est pour vous dire que un espace de dimension 1, ben, c'est un espace vectoriel de dimension 1, donc formé de vecteurs de même direction par rapport à une direction donnée delta. Hein. Bon, on a une direction delta comme je l'ai fait au départ. Au départ, je vous avais dit qu'il y avait une direction delta. Je suppose que je l'ai mis. Voilà, ici. Là, on a une direction delta. S'ils ont tous la même direction delta, voilà, on a un espace de dimension 1. Puisqu'ils ont tous la même direction. Enfin, on a un espace de dimension 1. Il n'y a qu'une seule dimension ici. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Donc on est avec tous des vecteurs parallèles. Si on est avec tous des parallèles confondus ou distincts, je vous le dis, c'est pas ça qui change. Hein. C'est pas le fait qu'ils soient confondus ou distincts qui va changer quelque chose. Mais en tout cas, on a un espace avec que des vecteurs parallèles. Donné bien sûr par la formule que je vous ai mis tout à l'heure. U est égal à... Alors s'il y a une base, bien sûr je vous mets une base. Par rapport à une base, s'il n'y a pas de base, vous pouvez mettre par rapport à un autre vecteur U égale bêta V. Ah, bêta V là. Ici c'est... j'ai créé une base. Voilà, j'ai créé une base parce que cette base va engendrer tous des vecteurs parallèles. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Bon. Donc il faut quand même une base qui va engendrer tous des vecteurs. Donc c'est mieux de l'écrire avec la base. C'est mieux. Donc ici, plus ou moins, avec alpha strictement positif. Alors si maintenant vous mettez égal 0, vous avez un point. Vous allez avoir un point. Et là, un point n'a pas de direction. Mais on aurait le vecteur nul, si vous voulez. Le vecteur nul. Mais par l'entremise de cette formule, on pourrait quand même engendrer le vecteur nul. Hein, sans, bon, il suffit de mettre alpha égale 0, vous allez avoir le vecteur nul. Voilà. Donc il peut malgré tout engendrer le vecteur nul, et le vecteur nul n'a pas de direction. Donc là, on a formé un espace vectoriel. Ici, je vais les mettre libres. Ils sont libres.
Donc c'est V. V plus qui est un groupe. Si c'est tous des vecteurs parallèles. Alors le I, ici, va engendrer toute une panoplie de vecteurs que je vais appeler UI. Si je les appelle UI, ainsi ils vont engendrer U1, vecteur U1, vecteur U2, vecteur U3, vecteur U4, et tout ça font partie, vecteur U5, c'est tous des vecteurs parallèles, il n'y a rien d'autre. Il va engendrer que des vecteurs. Donc V+, c'est un composé que de vecteurs parallèles. Voilà. Donc c'est un espace de dimension 1. On a un espace de dimension 1. Ici, vous avez créé un espace de dimension 1 qui sont les vecteurs parallèles. Alors, ce n'est pas le cas de la dimension 2, parce que vous aurez compris que là, il faut deux vecteurs. Hein. Il faut deux vecteurs ici, il n'y a qu'un seul vecteur. Il y a un seul vecteur de base ici. Mais en dimension 2, il faut deux vecteurs bêtes de base. En dimension 3, il faut trois vecteurs de base. Donc ici, tous les vecteurs parallèles, ici, forment un espace de dimension 1. Alors, l'espace de dimension 1, on l'appelle aussi... bon, si on a un vecteur lié, si tout est lié, on peut avoir VA+, hein, ou VO+, lié à l'origine. À ce moment-là, on a une droite vectorielle. Hein. On a une droite vectorielle. Tout vecteur qui va se situer sur... tout vecteur parallèle qui va se situer sur une droite où il y a une origine dessus, ben, sera une droite vectorielle. Hein. Voilà, donc vous voyez que parler des vecteurs parallèles, c'est parler d'espace de vecteurs parallèles, c'est-à-dire d'espace engendré par une base unique de dimension 1, qui est la base appelée généralement I. Voilà, I, c'est la base I, pour laquelle bien sûr on peut mettre une origine. Hein. Là, si on met une origine, on a les vecteurs liés, vecteurs liés à l'origine, c'est-à-dire VO+. VO+. Sinon, les vecteurs parallèles, s'ils ne sont pas liés à l'origine, s'ils sont libres, c'est V+. V+. Et ça va engendrer les vecteurs parallèles, un ensemble qui inclut que des vecteurs parallèles. Voilà. Qui inclut que des vecteurs parallèles. C'est un espace de dimension 1 qui, ils sont tous parallèles à une direction delta. Ils ont tous la même direction, tous. Et on peut l'écrire par un rapport d'homothétie, bien sûr. On peut retrouver la norme de vecteur qui est V plus ou moins V. Ou ici c'est U, je peux l'écrire plus ou moins la norme de U fois I. U étant la norme, et ça c'est la valeur algébrique. C'est sa mesure algébrique. Plus ou moins U, c'est sa mesure algébrique. Enfin, ben, quand je dis la mesure algébrique du vecteur ici, U. C'est la mesure algébrique du vecteur U. Et U, là, le U là, c'est le module. C'est le module qui est strict. Lui, il est strictement positif. Et maintenant, s'il est nul, bon, on peut avoir un cas particulier, c'est nul. Bon, à ce moment, on a le vecteur nul, hein, U égale 0. Donc ça, c'est l'espace des vecteurs parallèles. Vous ne trouverez rien d'autre que des vecteurs parallèles en dimension 1. N'allez pas mettre quelque chose qui a une autre direction, parce qu'à ce moment, vous n'êtes plus en direction, en dimension là. 1, ça veut dire qu'il faudra l'exprimer par rapport à un autre vecteur, un deuxième vecteur. Là, vous êtes en deux dimensions. Parce que si vous avez mis un vecteur qui n'a pas la même direction. Si vous mettez ceci, vous sortez de ce cadre-ci. Hein, je vais vous montrer. Ici, supposons qu'on a un vecteur là, parallèle, parallèle, parallèle. Et là, vous mettez tout d'un coup un vecteur qui est comme ceci. Bon, là, on n'est plus en dimension 1, hein, parce que lui, pour l'exprimer, autant les autres, on a besoin que d'une seule base pour les exprimer.
par rapport à une base I. Voilà, tout est exprimable par rapport à une base I. Mais celui-ci, je peux l'exprimer par rapport à I, mais à ce moment-là, ça n'a plus rien à voir. Ça va être ce qu'on appelle la projection. Je peux le mettre sur la base I, mais c'est une projection, c'est une transformation, ça. Je peux ramener le vecteur là, que je vais appeler, je sais pas moi, celui-là U1, il est parallèle à U2, qui est parallèle bien sûr à delta, une direction delta. Là, j'ai U3. Ici, j'ai la base qui est parallèle à U1, U2, U3 et à delta. Par contre, ici, j'ai un vecteur V. C'est un intrus. Et cet intrus-là, oui, je peux le ramener sur I. Oui, il est là. Je peux le ramener par rapport à... De toute façon, I ou U3, faire la projection sur U3 ou sur U2 ou sur U1 ou sur delta ou sur I, c'est la même chose de toute façon. Donc, si je le mets sur U3, c'est pas un problème. Je voulais le mettre sur I, mais bon, j'ai pas fait attention. Ouais, donc ici, ça c'est une projection dite orthogonale. Parce qu'il y a un angle droit ici, c'est pas une projection quelconque, c'est une projection orthogonale. Bon, mais ça veut dire que ici, le V, je peux l'exprimer par rapport à I, mais par projection orthogonale, ça c'est faire une transformation, ça n'a plus rien à voir. Si je veux exprimer V, il faut IJ, une deuxième base. Bon, elle peut être orthonormée ou pas. Je peux la mettre. Voilà, ici elle n'est pas orthonormée, je vais mettre J. Parce que J, la direction J maintenant, elle est comme ça. Et là, on est en dimension 2. Hein. On n'est plus en dimension 1. Parce qu'il faut exprimer V qui n'est plus parallèle. On a tout un ensemble de vecteurs parallèles. Ok, on peut se l'exprimer tous par rapport à I. Mais celui-ci, c'est un intrus. Hein. Celui-ci est un intrus parce que il n'est pas parallèle à. Je peux pas l'exprimer uniquement par rapport à I. J'ai besoin d'une autre direction. Voilà, parce qu'il a une direction qui n'a plus rien à voir avec delta. C'est une direction, je sais pas, phi. C'est une direction phi. C'est une direction phi. Mais oui, il a une direction phi, mais dans cette direction phi, bah, vous allez me dire, oui, il y a quand même une direction delta. Oui, je suis d'accord, c'est pour ça qu'on l'exprimera par rapport à I, mais aussi par rapport à J. Il a une direction en I et une direction en J. Donc oui, partiellement, on va se l'exprimer partiellement par rapport à I. Mais ça ne suffit pas. C'est sa composante parallèle, sa projection parallèle, on pourra l'exprimer par rapport à I, sans plus. Voilà. Donc, faire une projection, c'est avoir que la composante par rapport à I. C'est avoir la composante que par rapport à I, mais il reste encore une composante par rapport à J. Voilà. Donc, oui, j'ai la composante partielle par rapport à I, mais ça ne suffit pas parce que je n'exprime pas le vecteur V. Le vecteur V est exprimable par rapport à deux composantes, une en I, une en J. Donc, il faudra faire une projection sur J pour exprimer le vecteur V. Donc, il faudra, on va dire, deux, deux composantes, une en I et une en J, pour exprimer totalement le vecteur V. Alors, comment va-t-on les exprimer? Ben, je vous l'ai dit, c'est par des transformations de projection. On fera les projections orthogonales pour avoir sa partie en I et sa composante en I, sa composante en J, par des projections orthogonales. Mais mettre un truc comme ceci nécessite un vecteur J et ne va pas exprimer le vecteur V. Voilà. Donc, c'est un intrus, le vecteur V est un intrus. Pour avoir une dimension 1, il n'y a qu'une seule base, hein, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une seule base, c'est la base I, pas plus. Donc vous avez vu que ici, on a affaire à ce qu'on appelle la collinéarité, de la dépendance linéaire. Tous ces vecteurs-là sont tous, on a une dépendance linéaire, on a une collinéarité, on a des rapports d'homothétie. Bien sûr, on a une origine, on peut avoir une origine O si c'est des vecteurs liés. Si on a une origine O, ça va inclure qu'on a des vecteurs liés par rapport à l'origine. Voilà, des vecteurs liés par rapport à une origine. On a une base qui est I et on a un repère OI. Si on veut représenter dans un axe gradué, on mettra un axe OI. Donc, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura
une dépendance, ce sera dépendant linéairement, on aura une combili d'un seul vecteur. Un seul vecteur, puisque l'homothétie, c'est un seul vecteur. On aura une combinaison linéaire d'un seul vecteur. Donc on aura une dépendance linéaire, une collinéarité, un rapport d'homothétie, bon, une base, I, bien sûr un espace vectoriel. Hein. Parce que je ne peux pas parler de tout ça si on n'a pas d'espace vectoriel. Voilà, c'est sous-entendu l'existence d'un... Bon, on ne va pas parler du vide. Hein. Ici, je parle de choses consistantes. Choses consistantes, bien sûr, on a un groupe. V plus, VO plus était un groupe. Hein, sur le champ R plus fois, on a un espace vectoriel de V plus sur le champ R plus fois. On est d'accord qu'il y a de la consistance, ça existe. Bon, c'est sous-entendu, on prend ça en compte comme un outil. Je vais rechercher cet outil-là, je l'utilise. Donc quand je parle de dépendance linéaire, on sait bien qu'il y a un espace vectoriel derrière. Hein. Quand je parle de collinéarité ici, bah, je suppose qu'il y a un espace vectoriel derrière. Quand je parle de rapport d'homothétie ici, c'est par rapport à l'espace vectoriel. Et qu'il existe des vecteurs, puisque si on a un espace vectoriel, U1, U2, U3 sont appelés les vecteurs. Voilà. Alors quand je parle de combiné d'un vecteur, c'est un vecteur dans l'espace vectoriel. Donc sous-entendu, tout ceci en adéquation avec l'existence d'un espace vectoriel. Et bien sûr, qui dit espace vectoriel dit champ des réels. Le champ des réels. La présence de champ des réels avec des vecteurs liés ou libres. Hein, des vecteurs liés ou libres. On a des vecteurs liés ou libres, peu importe. Hein, V ou VO+. Donc, on a la dépendance linéaire, la collinéarité, le rapport d'homothétie, la présence éventuelle d'une origine, si vous voulez dessiner au niveau graphique. Alors, si vous mettez une origine, si vous voulez tout lier par rapport à l'origine, vous aurez le groupe VO+. Dans l'espace vectoriel des vecteurs, c'est les vecteurs liés à l'origine. Sinon, vous pouvez prendre, si vous voulez pas tout lier à l'origine, vous mettez juste V. Hein, voilà, les vecteurs liés, les vecteurs libres. Les vecteurs libres, c'est V à la place de VO. Alors à ce moment, ici, vous allez manipuler l'espace vectoriel VO plus sur le champ R plus fois. Sinon, s'ils sont libres, c'est V plus par rapport au champ R plus fois, au champ des réels R plus fois. Alors, la base de l'espace vectoriel, c'est I. Si vous utilisez un repère, ce repère, c'est OI. Si vous utilisez un repère, bon, voilà, OI, et bien sûr, vous comprendrez que on a l'induction d'une combinaison linéaire par un seul vecteur parce qu'on a un rapport d'homothétie. Ici, le rapport d'homothétie va induire une combinaison à un seul vecteur. Et donc on a un espace, ici, un espace vectoriel, de dimension 1. Ben, qu'est-ce que c'est? C'est la droite vectorielle. Hein. C'est la droite vectorielle. Voilà, mais maintenant, ceci étant dit, ça veut dire que quand vous allez représenter dans une dimension 1, vous allez avoir affaire à une droite vectorielle, toujours. Je vous remercie.